Salut. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a de grandes chances que c'est parce que tout simplement, tu recherches à savoir ce que c'est le TDAH. J'ai été comme toi, dans la même situation, il y a à peu près un an, au mois d'octobre 2019, et je ne savais vraiment pas ce que c'était le TDAH, et je ne savais vraiment pas ce qu'il y avait de mal avec moi. Dans cette vidéo, qui va être une vidéo, je l'espère, assez courte, car si tu as le TDAH, tu as du mal à te concentrer, je vais simplement expliquer de manière très succincte ce qu'est le TDAH, pour juste le présenter et qu'on soit d'accord sur ce dont on parle. Et ensuite, je vais expliquer mon parcours personnel que j'ai eu par rapport au TDAH, par rapport au fait d'avoir grandi en France avec le TDAH, et par rapport au système médical et son rapport au TDAH en France. Alors le TDAH, qu'est-ce que c'est ? Le TDAH, c'est un acronyme pour le trouble du dysfonctionnement de l'attention avec ou sans hyperactivité. La plupart des gens présentent l'hyperactivité en plus du trouble de l'attention. Ce trouble se manifeste de manière générale comme si vous aviez toujours du mal à vous concentrer sur la chose que vous faisiez, mis à part dans les situations où vous n'avez absolument aucun stress, aucune contrainte, et vous éprouvez un plaisir à faire la chose, à écouter la chose, à regarder la chose, à vous intéresser au sujet ou à penser à ce sujet. À partir du moment où il y a une contrainte physique, mentale, temporelle, ou un déplaisir de l'action ou de la chose pensée qui est faite, vous allez avoir énormément de mal à vous concentrer sur la chose. Ça, c'est la partie inattentive et c'est la partie la plus saillante dans les symptômes du TDAH, surtout à l'âge adulte et à l'école, à partir du lycée, je dirais. Parce que cette chose-là, cette partie saillante-là, c'est tout simplement un fonctionnement de votre cerveau qui va avoir un manque de dopamine, donc un manque d'hormones, de neurotransmetteurs du plaisir, qui va être important au point où votre cerveau, pour pouvoir retrouver ce niveau normal de dopamine et d'autres neurotransmetteurs dans votre cerveau, mais principalement la dopamine, va chercher d'autres choses sur lesquelles se concentrer, s'intéresser et faire pour pouvoir toujours garder ce niveau normal. Le cerveau, à chaque fois qu'on lui offre quelque chose de nouveau, en particulier chez les cerveaux TDAH, il va avoir un shoot de dopamine. Et si cette chose ne vous apporte pas de dopamine au bout d'un certain moment, votre cerveau naturellement, donc dans vos comportements, vous allez regarder ailleurs, être distrait. Un cerveau TDAH va avoir systématiquement ce fonctionnement-là, pour des tâches qui sont mondaines, régulières, qui ne sont pas forcément très intéressantes, mais que les autres personnes semblent pouvoir faire simplement. Ça, c'est le symptôme de base, et c'est généralement à l'âge adulte, ce qui est le plus criant chez quelqu'un qui a un TDAH. Il y a plein d'autres symptômes, je ne vais pas en faire la liste, car il y a deux catégories, la catégorie inattention et la catégorie hyperactivité. Et dans ces deux catégories-là, il y a 9 symptômes différents. Donc il y a beaucoup de symptômes, et c'est un diagnostic clinique qui est mis en place et qui existe depuis les années 60 aux États-Unis, mais qui vient seulement depuis quelques années sur la table psychiatrique en France, malheureusement. Donc maintenant, je vais vite fait me présenter. Moi, je m'appelle Max, j'ai 23 ans. À 23 ans, j'ai eu 17 ou 18 emplois différents. J'ai fait le calcul il y a quelques mois de ça. Et je suis en ce moment au chômage, en fin de droit. Et tout au long de ma vie, au niveau psychiatrique et neurologique, on s'est toujours un petit peu posé des questions par rapport à moi. Alors, dans l'enfance, on m'a détecté à l'âge de 8 ans un haut potentiel, le HPI. On m'a dit, vous êtes dans la catégorie des surdoués, vous avez tant de QI, et c'était en fait tout simplement par la décision de mon école, ils ont fait venir une psychologue scolaire parce qu'ils se rendaient compte que j'étais inattentif en cours. Et il s'est avéré qu'ils ont trouvé comme explication le HPI. Ce diagnostic n'est pas mauvais, mais il ne répondait pas à la question qui s'était posée en premier. Des années sont passées, quand je suis arrivé au collège, j'avais en fin de primaire, ils m'ont fait sauter une classe, j'avais en fin de primaire une moyenne de 16, et entre le début du collège jusqu'à la fin du lycée, j'ai eu une pente douce en termes de notes, je travaillais pour avoir la moyenne, j'avais toujours quelques matières chaque année dans lesquelles je me plaisais bien et j'avais de très bonnes notes, mais le reste du temps, j'avais des moyennes très 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 moyennes, et je suis arrivé avec un bac S à 11,44 de moyenne. J'ai ensuite fait un DUT métier du multimédia et de l'internet, durant lequel j'ai eu 6 mois pendant lesquels je suis allé en cours, et après j'ai complètement lâché ça, j'avais 17 ans à l'époque, j'ai complètement lâché ça, et pendant les derniers mois de ma formation, je ne suis plus allé en cours, si ce n'est qu'à un cours d'ailleurs, et je n'ai pas eu mon diplôme, et je suis ensuite allé en licence information communication à la fac, j'ai eu un peu plus de liberté, et j'ai réussi à avoir mon diplôme. Après ça, j'ai eu divers emplois, et aussi pendant la fac et pendant les études, j'ai aussi des emplois différents.
Tout ça pour en arriver au mois d'octobre 2019. J'étais en Angleterre et je voulais, coûte que coûte, me lancer dans les métiers de la création multimédia, donc que ça soit social media manager, que ça soit éditeur de vidéos, que ça soit community manager, et tous ces métiers-là, à Londres, en Angleterre, et principalement dans les métiers de l'automobile. J'ai eu beaucoup de mal, en particulier par rapport aux circonstances avec le Brexit et l'inconnu que ça représentait. Et pendant ce temps-là, j'étais aussi serveur dans un restaurant thaïlandais. Et dans ce restaurant, après 1 mois et demi de travail, sachant que je n'étais plus en France et que je travaillais dans un restaurant avec une équipe qui était thaïlandaise, le seul dénominateur commun entre moi et toutes mes expériences passées professionnelles ou de mes expériences scolaires et d'études, c'était moi. J'étais le seul point commun avec tout ça. Malgré ce grand changement, je suis parti en Angleterre parce qu'en fait, j'en avais marre de mon travail, j'étais en CDI. En tant que social media manager, j'étais en CDI en France et je suis parti en Angleterre. Et après 1 mois et demi d'Angleterre où je bossais dans un restaurant, un travail assez simple finalement, qui s'apprend assez rapidement. Je ne renie pas la qualité du travail que les gens formés dans ce métier font, mais un travail qui, selon ce qu'on me demandait, était assez simple. Malheureusement, après tout ce temps, et après toutes ces expériences de travail différentes, on m'a encore fait la remarque que j'étais trop lent, j'avais l'impression de penser, d'être pensif tout le temps, sur ce que j'étais en train de faire, et essayer de vouloir faire les choses dans l'autre sens, et de manière générale avoir du mal avec l'autorité, de pas comprendre les décisions, et ainsi de suite. Et c'était des choses qu'on m'a fait remarquer depuis que j'étais au collège, au lycée, dans mes emplois, à l'université. Et dans ces moments-là, on me l'a rapporté en fait tout simplement, et à ce moment-là, ça m'a vraiment fait mal, et ça m'a vraiment blessé, parce que la réaction que j'ai eue, c'était une réaction de colère, mais c'était pas une colère contre les autres, c'était une colère contre moi-même. Parce que cette colère-là, tout simplement, elle venait du fait que malgré toutes les différences de contexte dans lesquels je pouvais me mettre, le résultat revenait absolument le même. Je travaillais avec une majeure partie de gens qui venaient de Thaïlande, avec une culture absolument différente de la nôtre. Et je vivais en Angleterre, avec une culture du travail qui est absolument différente de la nôtre. Malgré tout ça, je me retrouvais dans un milieu professionnel, dans les mêmes travers que j'avais quand j'étais en France, et quand j'étais dans le milieu universitaire en France. Donc la différence de milieu, ça ne changeait rien. Et c'est accablant. On se dit pourquoi ? Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que les autres font très simplement ? Pourquoi pour moi faire un travail qui est censé être considéré comme un travail alimentaire, pour la plupart des gens, est finalement un truc quasiment impossible à faire correctement ? Je ne parle pas d'exceller, je parle de juste faire ça correctement et ne pas faire de vagues. Et je suis tout simplement allé sur Google. Et j'ai tapé en anglais « Pourquoi mes collègues me disent que je suis lent au travail ?» Et j'ai eu des résultats. Je suis tombé sur des forums, et là, après quelques recherches, je suis tombé sur une vidéo. Et cette vidéo, j'ai oublié le nom de la personne qui a fait cette vidéo, c'était un TED Talk, et cette personne-là, elle a aussi une chaîne YouTube, c'était en anglais. Et j'ai réussi à trouver des ressources sur ce que j'avais. Et cette personne, pendant ce TED Talk, elle a parlé, elle s'est exprimée, elle a expliqué quel était son parcours de vie. Mais je vous le dis très honnêtement, son parcours de vie, quand je l'ai écouté, quand je l'ai vu, j'avais l'impression qu'elle parlait de ma vie et qu'elle mettait son nom à la place. C'est un peu comme si j'avais regardé un épisode d'Hercule Poirot et qu'à la fin, je ne savais pas ce qui se passait et qu'à la fin, Hercule Poirot arrive et il explique tout. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a absolument tout expliqué, ou en tout cas décrit, du début à la fin de ma vie. Enfin, à la fin de ma vie, je n'avais que 22 ans à l'époque, mais du début jusqu'à mes 22 ans, de ma vie jusqu'à mes 22 ans, et ensuite elle a donné une explication pour ça. Et je tiens à vous dire qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu abasourdi, mais aussi j'avais un grand sentiment pas de relâche, mais de relaxation, dans le sens où je me suis dit c'est bon. Il y a une option, il y a une possibilité. Les mois qu'on suivi ont été un petit peu flous, je n'ai pas forcément recherché plus que ça. J'étais très intéressé par le sujet, j'en ai parlé à mon père par exemple, qui se retrouvait énormément dans ces choses-là. Mais j'en ai parlé à mon père, mais dans les mois qu'on suivi, j'ai pas su un petit peu suivre tout ça. Je voulais prendre rendez-vous dans une maison médicale, parce qu'en Angleterre, il faut avoir un médecin traitant pour qu'il puisse ensuite vous diriger vers un spécialiste. Et je savais qu'il fallait voir soit un psychiatre, soit un neurologue. Et les circonstances ont fait je suis arrivé en février avec une maison médicale, mais mi-février, et je suis rentré en France en mi-mars.
Donc j'ai pas eu le temps de faire ces démarches-là. Il y a eu le coronavirus. Et ensuite, il y a eu à partir de juin, je me suis remis là-dessus. Et j'ai commencé à chercher. Et là, c'est vraiment le moment de la vidéo où je veux que vous payiez attention. Et c'est le moment de la vidéo où je veux vous aider. Parce qu'à partir de ce moment-là, donc tout le travail de recherche et de détection que j'ai fait, c'était mon travail. Il n'y a personne qui est venu, il n'y a pas un psychologue qui m'a pris dans la rue qui m'a dit « Attends, toi t'as ça ». Moi, toute ma vie, je me suis posé les questions de ce que c'était. Et en France, on est malheureusement dans un système où, s'il y a une différence, on essaie de la supprimer, mais on n'essaie pas de la comprendre et de travailler avec. Et surtout, cette différence-là que moi j'avais, cette différence neurologique en fait, puisque c'est visible dans le cerveau et on comprend qu'il y a des... Enfin, c'est visible. On comprend qu'il y a des mécanismes qui se font différemment, physiquement parlant, physiologiquement parlant, donc c'est vraiment des différences neurologiques. Elle existait, mais on la comprenait pas. Et il y a beaucoup de choses comme ça en France qui ne sont toujours pas comprises pour la plupart des gens. Et donc à partir de ce moment-là où j'ai fait tout ce travail, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant, ma médecin traitant, et juste pour pouvoir savoir où est-ce que j'allais pouvoir m'orienter pour pouvoir avoir un rendez-vous avec un psychiatre. Elle m'a fait une ordonnance en me disant voici tel hôpital à Lyon, là-bas il s'occupe de ça. Et je suis reparti tout content avec mon ordonnance et je me suis dit je vais appeler l'hôpital. Elle m'avait dit que c'était 1 mois et demi d'attente pour avoir un rendez-vous, soit. J'ai attendu 23 ans, je peux bien attendre 23 ans et 1 mois et demi en plus. Et je suis parti, tout content, chez moi, et j'ai pris le téléphone. Et à partir de ce moment-là, je tiens à vous dire vraiment, ça a été la galère pendant un bon moment, pendant une journée complète, parce que tout simplement, j'ai appelé l'hôpital à Lyon, que je ne nommerai pas, en leur disant tout simplement « Je voudrais avoir un diagnostic pour le TDAH, qui est un trouble neurologique très commun. Encore une fois, ça touche 1 personne sur 20. Je ne sais pas si je l'ai dit avant. Ça touche 1 personne sur 20 à l'âge adulte, environ 4% de la population, et c'est à peu près la même chose partout dans le monde. » Avec ça en tête, je suis arrivé à un hôpital psychiatrique, avec un trouble psychiatrique et neurologique qui est très commun, en tout cas qui est censé être très commun. On m'a dit qu'on ne savait pas ce que c'était, sachant qu'il y avait un médecin dans cet hôpital, un docteur, qui était censé s'en occuper. On m'a dit qu'il ne savait pas ce que c'était. J'ai dit, est-ce que vous pourriez me rediriger vers les services ? On ne m'a redirigé vers personne, on m'a redirigé vers un autre hôpital, une clinique privée, qui elle-même s'est permise de me rediriger vers un service d'urgence. Je suis tombé aux urgences d'un hôpital à Lyon, je ne sais pas lequel, en leur expliquant que j'avais le désir d'avoir un rendez-vous pour un trouble neurologique. Elle m'a dit « Non mais attendez, vous êtes au service d'urgence, qu'est-ce que vous faites là ?» Je lui ai fait « Je sais pas, on m'a redirigé là. » Ce motif-là, ce schéma-là de coup de téléphone, je l'ai fait à peu près 10 fois, avec 10 CHU et cliniques et cabinets différents. La seule fois où j'ai réussi à avoir accès à quelqu'un qui savait ce que c'était dans ma région, je ne vais pas nommer le médecin en question, mais il avait 1 an d'attente, et apparemment il fallait apporter son ordonnance pour qu'il estime quelle était la valeur de son temps. Donc c'est-à-dire que dans ma région, la région Franche-Comté, il n'y avait qu'une seule personne qui s'en occupait, et de toutes les informations que j'ai pu récupérer après coup, c'est le cas. Et cette personne a 1 an d'attente, et en plus de ça, elle doit décider si elle-même elle veut vous voir ou pas. Donc vous imaginez bien un petit peu le contexte dans lequel je me situe là. Ça faisait quasiment 1 an que je savais déjà ce que j'avais, parce que le diagnostic, honnêtement, je l'ai fait moi-même. Je tiens à dire que le diagnostic, c'est qu'il n'y a qu'un seul médecin, il n'y a que seul un psychiatre qui est formé au sujet qui peut le faire. Par contre, quand vous passez toute votre vie avec ces problèmes-là et qu'un jour on vous les explique, et il y a des informations en masse sur Internet, mais c'est pas des informations françaises. Mais quand vous passez des heures et des heures et des heures et des heures à regarder ça, vous vous rendez compte de l'immensité de la chose, et donc le diagnostic, vous le faites personnellement parce que vous comprenez, ça vous aide à comprendre qui vous êtes. Le diagnostic, il n'est pas établi, mais ça vous aide à comprendre qui vous êtes. Donc vous savez déjà un petit peu, vous avez vraiment la forte... le savoir assez intrinsèque en fait de se dire ah mais oui mais c'est ça vraiment, ça explique, ça pose les mots sur ce que vous ressentez. Donc j'avais ça et j'avais la promesse d'1 an. Et là j'ai fait au secours, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis quelqu'un qui se laisse pas démonter par rapport aux tâches administratives, je tiens à le dire, et je suis assez procédurier et je suis assez tenace dans ce genre de situation. Mais c'était la première fois de ma vie où je me suis dit mais mon Dieu qu'est-ce que je vais faire ? Mais vraiment hein. Et j'étais devant cette montagne que je ne voyais même pas. Je ne savais pas ce qu'il fallait gravir parce que je ne voyais pas la montagne, je ne voyais pas quoi faire.
Je suis allé sur Twitter et j'ai tagué Jean Alexanian. Jean Alexanian, il a une chaîne YouTube et c'est une des peu de personnes en France qui fait du contenu de qualité. Je parle de contenu de qualité sur le TDAH parce qu'on a d'autres zigotos. C'est un psychiatre, mais il est en Normandie. Et clairement, moi, je n'allais pas avoir un rendez-vous en Normandie. Et j'ai tagué sur Twitter et j'ai dit au secours, ça fait une journée que je suis au téléphone à appeler des CHU dans tous les sens. J'ai aussi pris ma voiture, j'ai fait de la route pendant plusieurs heures pour aller aux différents hôpitaux psychiatriques de ma région, parce que eux, c'est clairement des hôpitaux psychiatriques, pour savoir s'ils s'en occupaient. Impossible d'avoir qui que ce soit, impossible de trouver quoi que ce soit par rapport à ça. J'avais vraiment l'impression de parler une autre langue. Et clairement, en fait, c'est le cas. Parce qu'en France, dans la langue française, le TDAH, ça n'existe pas, et dans la culture française, ça n'existe pas. Ou pas du tout, quasiment pas du tout. Et là, j'ai réussi, grâce au réseau de Jean Alexanian, à trouver un cabinet sur Paris. Donc ça reste à 4 heures de route de chez moi, mais j'ai trouvé ça. Et fort heureusement, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai réussi à avoir des rendez-vous avec eux. Ça m'a pris 2 mois d'attente, ce qui reste quand même assez correct malgré tout. Mais j'ai eu des consultations qui sont au tarif parisien et sont des consultations qui ne sont que très peu remboursées. Et pareil, pour ce qui est du traitement du TDAH en France, il faut savoir que le TDAH, il est reconnu chez l'enfant, jusqu'à 18 ans, chez les mineurs, tout simplement. Grâce à ces rendez-vous que j'ai eus, je peux dire aujourd'hui que j'ai eu mon diagnostic, et j'ai été diagnostiqué TDAH avec l'hyperactivité. Je présente autant l'inattention que l'hyperactivité, sachant qu'il y a aussi le côté émotionnel et le côté impulsif, qui sont, on va dire, les 4 facettes du TDAH, vraiment. Les fortes émotions, la dysrégulation des émotions, le côté impulsif, le côté hyperactif et le manque d'attention. Donc ça a beaucoup de choses en fait dans la vie qui sont impactées par ça. Et je tiens à dire que si jamais vous avez vu cette vidéo, vous vous dites tiens, ça me fait penser à moi, ou tiens, ça me représente, je tiens à vous dire, et je tiens à le marquer d'un trait fort, le TDAH, c'est une description d'une construction du cerveau qui est si différente de la moyenne que dans votre vie de tous les jours, tout le temps, ça va être rythmé par ça. Pas dans de grands ensembles, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir dans l'immédiat, dans la vie de tous les jours, des choses qui sont énormes. Mais par exemple, là je vous parle, j'ai cadré un plan pour que vous ne voyez pas ma chambre, mais c'est un bordel monstre dans ma chambre. C'est un bordel monstre, et pourtant, j'essaie de m'y atteler, j'essaie de nettoyer, etc. Mais à chaque fois, il y a des nouveaux trucs, je les oublie, et en une semaine, c'est fini. En une semaine, c'est le bordel, et après, ça me prend des semaines pour me dire, ouais, il faut que je range. Ça, pour vous dire les choses clairement, et pour apporter de la réponse à vos questionnements, et un petit peu pour vous enlever cette charge morale de culpabilité, parce que, soyons clairs, la culpabilité est la cause, et c'est de la faute d'eux. En psychanalyse et en psychiatrie, ça n'existe pas. On est plutôt des conséquences de notre propre fabrication que des causes. Donc, ce que je tiens à vous dire comme message, et j'espère que ça a pu vous éclairer, vous intéresser, et je suis désolé, cette vidéo doit être particulièrement longue. Pour parler de mon expérience et pour vraiment dire ça, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est pas de votre faute. Ça va vous impacter toute votre vie, d'une manière ou d'une autre, que vous le fassiez traiter ou pas, parce qu'en fait, votre cerveau, il est fait comme ça. Et donc, c'est une différence. Mais c'est pas une incapacité, en fait. Vous allez être incapable de faire certaines choses comme d'autres personnes naturellement, par contre, vous allez être capable de faire d'autres choses que d'autres personnes ne vont pas pouvoir faire naturellement. Je vais vous donner 2-3 exemples. Par exemple, il y en a un, c'est l'hyperconcentration. Si vous êtes dans une situation qui procure du plaisir, vous n'avez pas de contraintes, et vous n'avez pas de distraction autour de vous, vous allez pouvoir vous plonger, vous concentrer dans quelque chose en dehors du temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas compté le temps, vous n'avez pas compté les heures, et vous allez être meilleur, plus concentré et plus efficace qu'une personne normale avec le même niveau d'intérêt. Parce que là, votre cerveau va avoir cette autoroute de plaisir et de dopamine, et tous les signaux extérieurs vont être bloqués. Ça arrive par exemple si vous aimez bien conduire. Les gens qui ont le TDAH et qui ont une passion pour la conduite, comme c'est pour mon cas, vous pouvez... Si vous voulez faire une petite balade pour conduire pas tranquillement, mais sportivement, on va dire, et que vous mettez de la musique, je vous mets au défi de lancer de la musique et de vous rappeler de toutes les chansons qui sont passées. C'est impossible parce qu'à partir du moment où vous êtes dans cette bulle, vous allez être concentré sur votre conduite et rien d'autre.
Par contre, à l'inverse, si vous n'êtes pas passionné par la conduite et que vous avez un TDAH, vous allez avoir plus tendance à créer des accidents. Ça, c'est autre chose, et ça, c'est pas moi qui vais pouvoir vous en parler. Là, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas un diagnostic, et je le répète encore une fois, ce dont je vous parle, c'est mon expérience personnelle, qui s'est conclue par un diagnostic, et j'attendais d'avoir le diagnostic pour faire cette vidéo. Et voilà, donc c'est un petit peu pour vous donner un ensemble de choses sur tant mon expérience par rapport au TDAH, et les problèmes que ça peut me créer dans la vie de tous les jours, et d'une autre part, le problème que ça a été en France de s'en occuper. Il m'a fallu être très persévérant, honnêtement, pour pouvoir y arriver, et ça m'a coûté de l'argent. Entre les consultations, les déplacements, jusqu'à maintenant, je suis à plusieurs centaines d'euros, et je parle hors remboursement, bien sûr. Donc on est clairement sur une situation qui peut coûter cher en France, en particulier si vous vivez dans une région comme la mienne qui n'est pas bien desservie pour ce genre de choses. Et en plus de ça, et là moi je parle déjà aux gens, parce que je vais indiquer le titre de la vidéo, ça va être TDAH en France ou quelque chose comme ça. Je parle déjà aux gens qui sont initiés au sujet parce qu'ils ont trouvé des choses. Mais imaginez le nombre de personnes qui se pensent fainéantes, qui se pensent incapables, qui se pensent trop oisives pour être capables de vivre une vie normale sans comprendre qu'en fait ces choses-là, au lieu de se persécuter avec c'est votre faute, il faut vous lever le matin, il faut vaincre votre fainéantise, et ben en fait ils vont vivre une vie misérable s'ils pensent comme ça toute leur vie. Alors je dis pas, il y a des gens qui ont un TDAH et qui le vivent très bien. Mais voilà, moi je m'adresse, et c'est malheureux, mais je m'adresse déjà aux gens qui sont un petit peu intéressés sur le sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est le malheur qu'il y a aujourd'hui en France à avoir ça, parce que si à aucun moment il y a quelqu'un qui vient pour vous prendre la main, la chance que vous aurez au hasard à vraiment vous questionner là-dessus, elle va pas être très grande, et donc la chance que vous aurez au final d'avoir une solution à vos problèmes, elle est ridicule. Ça représente, encore une fois, je vais le dire une dernière fois, ça représente 5% de la population française. 5% de la population française, sachant qu'on est 66 millions, ça représente un peu plus de 3 millions de personnes. 3 millions de personnes en France, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien ça. 3 millions de personnes en France, ça représente une agglomération de la taille de Lyon. C'est comme si toute la ville de Lyon avait ce problème-là, mais qu'il n'y avait qu'une toute petite fraction de cette population-là qui savait ce que c'était, et encore une toute petite fraction de cette population-ci qui était diagnostiquée et qui est passée par les bons psychiatres, etc., 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 pour pouvoir arriver à une solution. Aux États-Unis, un médecin traitant avec une formation, donc pas un psychiatre, mais juste un médecin traitant avec une formation, peut établir un diagnostic du TDAH et créer et mettre en place un traitement avec, si besoin, des médicaments ou pas, psychoactifs ou pas. Et ça, c'est un système, je ne parle pas de la qualité du système santé américain, mais pour traiter un trouble ou une différence cognitive, une différence neurologique si présente dans la population, c'est le minimum. Il faut que les médecins traitants puissent le détecter. Et on est très en retard en France là-dessus, et je suis pas content par rapport à ça, et honnêtement, je pousse un coup de gueule. Et honnêtement, même si cette vidéo, il y a que 5 personnes qui la regardent jusqu'au bout, et qu'il y a que 5 personnes qui arrivent à s'identifier avec ça, et ben c'est pas grave, parce que ça fera 5 personnes de plus. Malgré tout, moi ça m'a pris une demi-heure de mon temps de filmer ça, ça va me prendre une autre demi-heure pour faire le montage, ça va être très simple. Juste pour dire simplement que c'est malheureux, mais c'est comme ça, et les choses font que j'ai besoin de faire ça. Mais ce que je fais aujourd'hui, ça va pas changer les choses. Et moi, je veux bien perdre une demi-heure de mon temps pour aider ces 5 personnes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. À partir de demain, moi, je commence les essais de ce traitement-là. Je pense qu'à la fin des essais d'un traitement, sachant que j'aurai 2 traitements, à la fin des essais de chaque traitement, je donnerai mon avis sur les différences que ça a fait dans ma vie. Parce que là, j'ai principalement parlé de mon histoire et du passage de je sais pas ce que c'est à avoir le diagnostic et avec tous les problèmes du système de santé français par rapport à ça. Donc, la prochaine fois, ce sera plus orienté sur les symptômes et plus orienté sur qu'est-ce que ça fait ça, quelle utilité ces médicaments ont pour moi, parce que chaque personne a une réaction différente à ces médicaments-là. Ça fonctionne chez à peu près 80% des gens, à ce que j'ai lu. Donc, en espérant que ça fonctionne sur moi, sinon il y aura un autre médicament, et sinon,
je pourrais déménager à l'étranger, parce qu'à l'étranger, il y a d'autres molécules qu'on n'a pas en France. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Elle n'a aucun rapport avec le reste de la chaîne. D'ailleurs, je ne sais même pas sur quelle chaîne je vais la publier. Je ne sais pas si je vais la publier sur ma chaîne principale ou pas. Mais en attendant, si ça peut aider quelques personnes, j'en suis content. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et à bientôt pour la suite, je l'espère.